Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous présenter cette émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invitée, animatrice de radio et de télévision française. Elle a longtemps jonglé entre musique et cinéma avant d'épouser les salles obscures à la présentation de Clap sur Europe 1 tous les samedis de 17h à 18h, mais aussi de Chicha le vendredi à 19h et dimanche à midi sur Canal+. Laurie Choleva a su aiguiser son regard sur les femmes pour faire naître son documentaire Rebelle, qui parle de ces actrices en rupture avec le cinéma et la caméra. Après 40 ans, il est en ce moment sur MyCanal. L'occasion d'en parler et de découvrir notre invité sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Laurie. Bonjour Cyrielle. Ça fait très longtemps que j'avais envie de vous recevoir dans cette émission. Merci. Il y a eu le Poupounou qui est passé par là. C'est vrai. Une BD pour enfants que j'ai trouvé adorable, très jolie, que je recommande chaudement. Alors c'est Rose, Nils et Poupounou, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà, le petit doudou qui parle. Le petit doudou, c'était une BD consacrée un peu à vos enfants, à l'histoire de vos enfants, on les voit dedans. Oui, c'était une BD c'était un petit conte en fait pour aider les enfants à aller se coucher. Et j'ai trouvé ça très joli, donc je le recommande chaudement, même si vous n'êtes pas là pour parler que de cela aujourd'hui, parce qu'on va découvrir bien sûr votre actualité autour de ce documentaire Rebelle avec ce slogan qui dit « Et si vieillir au cinéma n'était plus un drame ?» On va en parler, c'est sur une idée de vous, Laurie Choleva, et un film tourné par Sophie Pagès. On en parle dans un instant, mais d'abord on va vous découvrir pour qui vous êtes, au-delà de ce que vous faites, et le début, toujours le début. Laurie Choleva, vous êtes née le 25 octobre, une année qu'on ne citera pas, à Neuilly-sur-Seine. Ah, vous pouvez. On a le droit. Alors, oui. 1980, à Neuilly-sur-Seine, vous avez grandi avec votre frère David, dans une famille d'origine polonaise et juive ashkénaze. Votre papa, Patrick, votre mère Sylvie, étaient restaurateurs après des études de médecine, un passage dans le prêt-à-porter pour votre papa. Ils ont fini par travailler ensemble dans une brasserie située, je crois, rue de l'Échelle, en face du Louvre, à Paris. Est-ce que vous vous en souvenez ? Ah, bien sûr, ça marque une vie de grandir dans une brasserie avec tout ce que ça comporte d'ambiance, de café, de comptoir, de personnes qu'on croise. Non, c'est des super souvenirs. Et puis surtout, c'est quand même assez récent puisque finalement ma mère l'a vendu après la mort de mon père, donc il y a à peu près 14 ans. Donc ça reste encore très frais pour moi. Ça reste très frais. Quel souvenir vous gardez aujourd'hui, Laurie Choleva, de votre enfance? Quel genre de petite Laurie vous étiez ou on vous a dit que vous étiez? Souvenir très heureux, enfance franchement très très choyée, très très protégée. On est une famille très unie avec mon grand frère et mes parents. Donc non, une enfance vraiment un peu à l'abri de tout, une enfant très gâtée. Et voilà, c'était peut-être même trop. Enfin, est-ce qu'on peut être trop gâté ? Je sais pas, mais en tout cas, on a été très préservés. En tout cas, très aimé. C'est la sensation aimé, que vous donnez quand on vous entend, quand on regarde vos photos. On a l'impression de vivre un petit peu cette vie avec vous et d'être immergé dans votre intimité tout en pudeur en même temps. Laurie Choleva, vous allez obtenir une maîtrise en droit des affaires à la Sorbonne. Oui. On pourrait penser que vous allez épouser une carrière d'avocate, dite classique, mais finalement, vous allez renoncer à cela pour une carrière dans l'audiovisuel. Comment se fait ce choix et cette transition qui, j'imagine, d'un point de vue tout à fait extérieur, n'est pas un choix facile à faire? Non, c'est pas facile parce qu'en fait, vraiment, je voulais être avocate depuis toute petite et j'aimais ça. Et puis, ça rejoignait ma passion pour le théâtre et je faisais des concours de plaidoirie à la fac et vraiment, j'adorais ça. J'avais aucune frustration et je pensais pas du tout que j'allais pas poursuivre. Bon, j'ai ma maîtrise de droit, mais j'ai pas passé le concours du barreau. Et en fait, je suis arrivée sur la chaîne Ciné-Cinéma un peu par hasard parce que je faisais des castings. J'étais dans des agences de pub et de mannequins à l'époque. Et donc, je suis arrivée pour chroniquer les films d'horreur sur Ciné-Cinéma Frisson. Et de fil ça, c'est votre frère qui vous l'a inspiré. Ça, c'est bien sûr, parce que c'est vrai que le cinéphile de la famille, c'est mon grand frère David. C'est lui qui m'a initié au cinéma de genre, un peu trop jeune peut-être d'ailleurs. Et donc quand on m'a proposé de passer le casting pour la chaîne Ciné-Cinéma, j'ai tout de suite appelé. Évidemment, il m'a toujours
toujours beaucoup aidé. Et j'ai été prise, et donc je faisais ça en parallèle de mes études. Et puis de fil en aiguille, j'ai atterri un jour dans le bureau de Vincent Bolloré, qui lançait une chaîne à l'époque qui s'appelait Direct 8 et qui m'a dit viens rejoindre cette aventure. Et j'avais pas obtenu le 3e cycle que je voulais, donc je me suis dit je fais 1 an à la télé et puis après je passerai mon concours. C'est ça. Et puis voilà. Et finalement vous êtes resté, Je vous a gardé, oui. Laurie Choleva. Vous allez donc rencontrer sur Ciné Cinéma Laurent Veil, qui finalement n'est pas une rencontre des moindres, parce qu'aujourd'hui encore vous êtes associé à lui quand on pense au César, quand on pense toutes les émissions que vous faites sur Canal. Il est quand même un petit peu présent, même s'il n'est pas là en ce moment. Bien sûr. Je sais que vous êtes très proche de lui. Est-ce que finalement il vous a beaucoup appris, puisque c'est lui qui vous a mis le pied à l'étrier, que je suis très sensible aux premières fois? Alors oui, quand j'ai démarré sur la chaîne Ciné Cinéma, on faisait une émission qui s'appelait le Club des 6, avec tous les incarnants des chaînes thématiques de Ciné Cinéma. Et donc il y avait effectivement Laurent Veil qui a toujours été très très bienveillant, très chaleureux, très accueillant. D'ailleurs, à l'époque, je sais pas quel titre il avait exactement, mais il avait participé au choix de me prendre sur la chaîne. Et puis il y a quelqu'un, j'aime bien le citer parce que il est décédé depuis d'une crise cardiaque. C'était un grand journaliste et critique de cinéma qui s'appelait Jean-Jacques Bernard, qui a été fabuleux avec moi. Donc voilà, ça reste des très très bons souvenirs de personnes qui m'ont vraiment pris sous leurs ailes de façon très très bienveillante. Et qui vous ont tendu la main. Est-ce que Laurent Veil va bien aujourd'hui? Je sais que vous avez parlé de lui récemment dans la presse en disant que il était de plus en plus présent dans les locaux, pas physiquement à la télé, mais de plus en plus présent. Est-ce que ça va? Oui, franchement, ça va de mieux en mieux. Il va bien, il est revenu un petit peu à Canal, il reprend le chemin des salles de projection pour se remettre un peu dans l'ambiance de tout ce qui se passe dans le cinéma. Je sais qu'il a très très envie de refaire des choses et je sais qu'il en parle avec la chaîne. Je le laisserai lui prendre la parole quand il aura envie, mais oui, je sais qu'il va mieux. Et on lui souhaite d'aller bien, on l'embrasse bien fort. Et puis, dans la continuité de votre carrière, Laurie Choleva, on va vous voir apparaître à la télévision, vous l'avez dit, sur Direct 8. D'abord en 2005, à la présentation de plusieurs émissions, TNT Show, Ciné 8, et en tant que chroniqueuse dans Morandini, que vous allez retrouver plus tard, dont vous êtes en direct sur Énergie 12, il me semble. Ça tourne, l'école des stars, jusqu'en 2008. Finalement, cette succession de programmes, ça reste entre le cinéma et ce que vous aimez, la musique, parce que vous allez jongler entre ces deux choses. Oui, complètement. Le divertissement, à la base, vraiment, c'est vrai que j'adore le cinéma, mais j'ai fait énormément d'émissions de divertissement et sur Direct 8, j'avais cette chance. Direct 8, donc le C8 aujourd'hui. L'école des stars, c'est un souvenir merveilleux, déjà parce qu'on a découvert Louane avant The Voice. Avant l'heure. Voilà, avant l'heure. Et que moi, c'est tout ce que j'aime, une émission avec des enfants, un talent show, de la musique, de l'humain, enfin voilà, de la proximité. J'ai adoré faire ça. Le TNT Show, c'était vraiment mon petit bébé, mon petit taratata à moi, qu'on faisait avec rien. On n'avait aucun moyen. C'est des stagiaires qui tenaient des pancartes pour faire le prompteur. Mais on arrivait à recevoir toute la scène musicale française. On était en direct et en live. Donc voilà, il y a peu d'émissions qui ont cette chance. Non, j'ai vécu des années fabuleuses sur Direct 8. Vraiment, je me suis beaucoup épanouie. Il va y avoir bien sûr d'autres émissions, notamment une émission qui va s'appeler Deuxième Chance sur D8. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens que je connais qui sont passés par chez vous et que je reçois dans cette émission. Avant Les Anges de la télé-réalité, c'est la vraie première émission en France. Je suis contente parce que je suis fière de ça, mais c'est vrai j'avais eu l'idée, en fait, comme je les recevais dans le TNT Show, tous les sortants à l'époque de la Starac ou de la Nouvelle Star, j'avais proposé, c'était Yannick Bolloré qui dirigeait la chaîne, je lui avais dit, mais on fait une émission avec ces chanteurs, on leur offre une deuxième chance, on veut les revoir, en fait. C'est vrai, vrai. Il me semble qu'il y avait Léa Castel, enfin dans une autre émission, je sais plus, parce qu'il y a eu aussi Encore une chance, et je les confonds souvent les deux. C'est en fait alors attendez, que je me remémore un peu, mais il y a eu Encore une chanson, mais ça c'était sur France 2, et Seconde chance c'était sur Direct 8, et il y a eu Encore une chance sur Énergie 12 après, où j'étais en coproductrice de l'émission. Voilà, donc pas mal beaucoup de choses avec de la chance. Exactement, avec la chance, et c'est une très bonne chose dans la musique, avec ces artistes, ces pépites, comme j'aime les appeler, ces graines de stars qu'on cite. Avant de poursuivre cette carrière et dans cette continuité, Laurie Choleva, moi j'ai envie de vous connaître vraiment dans le fond. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie, vous l'avez dit tout à l'heure, on est en 2009, votre papa va s'en aller d'un cancer du pancréas d'ailleurs, parce on peut dire les deux. on peut dire les deux.
Vous en parlez sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous vous souvenez de cette dernière soirée que vous avez notamment mise en photo lors d'un restaurant chinois ensemble, celui que vous préfériez, je crois? Et oui, c'est vrai que nous, on était très famille et souvent, donc nous, avec mon frère, on rejoignait mes parents à la fermeture de la brasserie et on allait se faire notre petit restaurant chinois chez Li, dans le 17e. Et effectivement, alors je sais pas exactement combien de mois avant l'annonce de la maladie de mon papa, j'ai pris cette photo, mais c'était finalement notre dernière soirée. Puis aussi, en fait, les êtres chers, on a l'impression qu'ils seront là toute notre vie. On pense pas forcément toujours à immortaliser des moments. Donc il y en a peut-être eu d'autres après, mais en tout cas, c'est le dernier que j'ai pris avec mon père. Si j'avais su que c'était le dernier, sans doute que je serais restée plus longtemps, que j'en aurais encore plus profité, mais bon, ça, on sait jamais. Laurie Choleva, depuis, vous avez décidé de faire de cette tristesse un combat. C'est pour ça que je vous interroge là-dessus, pas par impudeur, au contraire, mais parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont parfois dans cette situation-là. Comment vous avez fait pour en faire une force finalement? Parce que vous avez dit une phrase que j'ai trouvée magnifique, c'est que vous avez dit peut-être qu'il n'est pas parti pour rien. Peut-être que c'était ça aujourd'hui mon combat, et puis une manière aussi d'aider, puisque vous faites un événement tous les ans. Oui, c'est vrai. Surtout, il faut qu'il ne soit pas parti pour rien, parce que sinon vraiment tout cela n'a aucun sens. Et c'est très compliqué avec le deuil de moi je l'ai vécu j'avais 29 ans, j'avais pas encore construit ma vie de famille, de femme, de mère, donc j'étais vraiment très 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 perdue et je me suis dit c'est terrible de l'accepter, je peux pas l'accepter. Donc pour l'accepter, je voulais que son départ permette de sauver d'autres personnes, parce que il méritait au moins cet hommage-là. Il est parti en 3 mois, c'était très violent, il avait 54 ans. Donc c'est vrai qu'on s'imagine pas que ça puisse arriver. Et donc c'est comme au démarrage, j'ai eu du mal à me relever. Et puis 2 ans après sa mort, j'ai décidé donc de lancer Leur Voix pour l'Espoir pour essayer de faire avancer les choses, parce que le problème du cancer du pancréas, c'est que il y a très très peu d'avancées. On n'en parle pas, c'est anxiogène, ça fait peur. Donc comme ça fait peur, on n'en parle pas. C'est pas très sexy à vendre dans les médias. Donc en fait, il y a rien qui se passe. Et il y en a de plus en plus. Le nombre de cancers du pancréas se multiplie, mais on continue à ne pas en parler. Les pouvoirs publics se saisissent pas de cette cause, et donc c'est un peu statu quo et c'est un triste constat. Donc c'est pour ça que je voulais essayer de faire bouger les choses. Et vous faites depuis 2012 une première édition, en tout cas que vous avez reprise en 2016, il me semble, un événement Leur Voix pour l'Espoir. C'est un concert caritatif multi-artistes organisé pour récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du pancréas. L'intégralité des fonds est reversée à la fondation Arcade. Est-ce qu'il y aura une prochaine édition, et est-ce que vous savez quand? C'est une manière de le teaser aussi. Bien sûr, ce sera le 16 octobre et ce sera la 13e édition. Ça va faire 13 ans donc qu'on fait ce concert. Enfin, il y aura 12 concerts parce qu'il y a eu l'année Covid, mais c'est vrai on tient le coup grâce aussi à l'aide du groupe Vivendi, grâce à la mise à disposition de l'Olympia, parce que on fait ça avec très très peu de sponsors et c'est très compliqué à monter, évidemment. Et bien sûr, ça doit prendre beaucoup de temps, mais en tout cas, c'est très louable comme événement. Laurie Choleva, on va repartir dans votre carrière. Moi, je me souviens de vous très clairement, pour ma part, sur France Télévisions. Alors, vous allez trouver ça peut-être drôle parce que c'est pas là où vous êtes resté le plus longtemps. Non, c'est vrai. Mais je me souviens très bien que vous étiez un petit peu dans la continuité de Daniela Lambroso, puisque vous aviez un nouveau programme de variété, encore une chanson, une émission en direct, en prime time sur France 2 à partir de 2010. Et je crois que vous l'aimiez beaucoup parce que vous êtes très sensible au direct, comme on l'a compris. Ah, mais moi, j'adore le direct. Je suis addict au direct. Donc, évidemment, j'adorais. C'était un gros challenge pour moi. C'était Nicolas Pernicoff à l'époque, qui était directeur des programmes et des divertissements, qui m'avait proposé cette émission, et une autre qui s'appelait Dans l'univers de. Mais encore une chanson, c'était très sympa, oui, parce qu'il y avait l'adrénaline du direct. Les chanteurs, en fait, venaient, ils interprétaient 2 titres et le public devait voter pour ou contre une chanson supplémentaire. Donc c'était quand même un pari assez audacieux pour les chanteurs d'accepter ce concept. Finalement, Laurie Choleva, quand je vous entends, vous êtes à l'origine aussi de nombreuses émissions. Je dis origine parce que c'est un peu l'ADN. On peut le voir avec The Voice, on peut le voir avec Nouvelle Star que vous allez présenter par la suite. Est-ce qu'une émission comme The Voice, où je vous verrais bien, moi personnellement, ce serait une faisabilité? Mais écoutez, moi je suis vraiment un bébé du divertissement. J'aime ça, c'est complètement mon ADN, évidemment. Ça fait partie des émissions que j'adore présenter. Bien sûr, j'ai pris
tellement de plaisir à présenter une nouvelle star. Donc oui, bien sûr. Après, j'aime aussi le magazine, j'aime l'interview, j'aime l'entretien, j'aime le cinéma. J'ai une passion pour le cinéma, donc ça me va aussi. Mais bien sûr que au fond de moi, j'ai quand même un petit manque de musique et d'entertainment. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, vous avez choisi, Laurie Choleva, vous avez fait un parcours, bien évidemment, qui ne s'arrête pas à ce que je viens d'évoquer. Il y a eu d'autres chaînes, Énergie 12, Eurosport, France O, TMC. Vous êtes même passé par le tirage du loto et c'est assez drôle de j'ai savoir aimé parce ça. que c'était du direct. Mais oui, mais bien sûr, et je vous comprends tellement. Puis franchement, c'est un rêve. Je pense pour toute présentatrice de passer par là, ça doit être très sympa. C'est vrai. Et puis c'est sympa quand on annonce un gagnant de se dire qu'on change la vie de quelqu'un en direct. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé beaucoup de plaisir à le faire. À partir de septembre 2016, vous apparaissez à la présentation de l'Hebdo Cinéma sur Canal+. Ensuite, on vous voit bien sûr avec Laurent Veil dans la continuité au Festival de Cannes. S'en suivront les Césars. Et puis 2017, vous êtes devenue la Madame Cinéma de Canal+, avec Chicha en clair, des invités pour annoncer les sorties de la semaine, une batterie de chroniqueurs. Il y a plusieurs génériques qui se sont succédés avec Chicha, donc j'ai envie qu'on écoute le deuxième, qui est plutôt le troisième. Alors ça, c'est en 98. Voilà, et ça après, c'est l'original. Il y a eu un autre générique qu'on va écouter. Est-ce que vous savez qui chante là-dessus? Je le sais. Michel Jonas. On l'a reçu et je lui ai dit mais c'est assez incroyable de savoir ça. Donc Michel Jonas qui est le précurseur finalement de ce générique aujourd'hui qui s'appelait Chicha. Vous l'avez en nom d'émission. Est-ce que c'était justement quand vous êtes dit ce générique il est incroyable, est-ce que c'était évident pour vous de renommer votre émission de cette manière? C'est complètement l'idée de mon producteur Laurent Marquis, qui est un producteur de génie avec lequel j'ai la chance de travailler. Et pour tout vous dire, parce que vraiment, je n'ai pas du tout eu de pif sur ce coup-là, c'est qu'il m'a dit on va appeler l'émission Chicha. Et moi je lui ai dit ah bon, mais c'est brillant. Ça fait un peu émission de cul, non? Et je sais pas, il y avait un truc genre Chicha. Bon bref, et il me dit mais non, mais attends, mais c'est le jingle emblématique de Canal, c'est génial. Et en fait, effectivement, ça a très bien fonctionné. Les artistes viennent, ils s'installent en plateau, puis ils me font tcha. Et en fait, ils adorent, voilà. Et c'est cool. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, parce qu'il y en aura encore tout à l'heure un tcha, comme vous faites il y a quelques secondes. On va vous revoir aussi en radio, Laurie Choleva, parce que bien sûr, il y a cette émission-là qui prend beaucoup de place, où l'on vous voit le vendredi en rediffusion le dimanche midi, le dimanche midi sur Canal+, où vous annoncez les sorties de la semaine avec des invités, une batterie de chroniqueurs, mais il y a aussi une autre émission, c'est Clap, de 17h à 18h sur Europe 1. Est-ce que c'est le fait, d'avoir observé beaucoup ces dernières années dans ces émissions qui vous a donné envie de faire ce documentaire rebelle? Alors, c'est franchement plein de choses. Effectivement, j'ai une vraie passion pour les actrices. Elles me fascinent depuis toujours. J'aime les regarder dans les magazines. J'aime les regarder au cinéma. J'adore ce métier. Ça m'a vraiment toujours fait rêver depuis que je suis toute petite. Et puis, il y a mon parcours personnel de femme, de mère, et puis de femme dans les médias, un petit peu exposée. Et quand j'ai eu 40 ans et cette angoisse de me dire, mais combien de temps il me reste? Est-ce que je vais être périmée? Est-ce que je vais pouvoir accomplir tout ce que j'ai envie d'accomplir dans mon métier? Est-ce qu'à un moment donné on va m'empêcher? Déjà, je trouve qu'on est pas mal empêché quand on est une femme, mais à un moment donné, voilà, ça devient très compliqué. Et donc, je me suis dit, à travers ces actrices qui symbolisent la femme par excellence, qui jouent 1000 vies au cinéma dans lesquelles on peut s'identifier, c'est intéressant en fait de parler du vieillissement à travers elle. Et parce qu'aussi, l'actrice, on l'autorise encore moins que la femme, entre guillemets, normale. J'aime pas cette expression, on est toutes pareilles, mais l'actrice n'a pas le droit de vieillir, en fait. Il y a une injonction à la jeunesse éternelle qui est beaucoup plus importante pour ces actrices, pour ces icônes. C'est très juste. Alors, on va écouter le teasing et puis après, on va développer ce que vous venez de dire. Tout le monde a peur de vieillir, même les enfants. Les injonctions à rester jeune et belle sont tenaces. Et dans le monde du 7e art, plus qu'ailleurs, Laurie Choleva part à la rencontre de celles qui font bouger les lignes. Ce qui est génial, c'est de pouvoir jouer de tout ce qu'on traverse dans la vie. Et si vieillir au cinéma n'était plus un drame? Le problème de l'âge, c'est que c'est très difficile d'avoir encore de la force.
Nouvelle création documentaire, Rebelle, mardi 30 mai à 23h, seulement sur Canal+. Sur Canal+, est disponible sur MyCanal, Oui. ce documentaire qui met en lumière donc ces actrices qui souffrent finalement aussi du manque de propositions, de rôles après 40 ans. Quelle est la tranche concrète qui concerne ces actrices qui se retrouvent dans des situations difficiles avec on ne sait plus quel rôle leur proposer, si elles doivent être mère, grand-mère et puis cet entre-deux un peu compliqué. Mais clairement, à partir de 45 ans, 50 ans, les actrices ont moins de propositions intéressantes. Après, c'est compliqué de jeter un âge vraiment parce que ça dépend de l'actrice, de sa carrière, de comment est-ce qu'elle est. Mais c'est vrai que, en tout cas, le constat général, c'est qu'il y a moins de rôles intéressants. C'est que cette tranche d'âge, entre 45 et 60, on va dire, elle intéresse moins, elle inspire moins les scénaristes, les réalisateurs, les producteurs. Alors même si les choses évoluent, c'est ce qu'on dit dans le documentaire, il y a quand même cette espèce de tunnel de l'actrice de plus de 50 ans qui fait qu'il y a un petit flottement et c'est pour ça qu'on voit aussi souvent les mêmes actrices. Il n'y a pas beaucoup de rôles, c'est toujours les mêmes qui travaillent, parce que bien sûr, heureusement, il y a quand même des exceptions et des actrices qui ont des très belles carrières, mais ça reste pas majoritaire, alors que c'est une grosse partie de la population française. Les femmes de plus de 50 ans, c'est un quart de la population française pour 7% des rôles au cinéma. C'est ça, vous l'avez dit, 7% des rôles sont attribués à des actrices de plus de 50 ans en 2021. C'est 3 fois moins que leur présence réelle dans la société. Merci Laurie d'avoir levé déjà le voile sur ce sujet un peu tabou. Je vais vous faire une confidence, je ne sais pas si elle est vraiment confidentielle, mais j'ai reçu moi-même des artistes dans cette émission, Bien notamment sûr. une comédienne dont je me souviens assez bien. Et c'est vrai que j'ai senti que le rapport à l'âge était une difficulté à un moment donné, à l'heure où cette actrice est merveilleuse et des rôles, c'est pas ce qui lui manque de son côté, mais il y a en fait, c'est vrai, ce rapport à l'âge un peu tabou. Votre documentaire, il démarre d'ailleurs avec des jeunes femmes finalement, avec Brigitte Bardot qui s'énerve de ce fameux passage à la quarantaine lorsqu'on lui pose la question. Il y a aussi Irène Jacob, étoile montante du cinéma, qui reçoit un prix à 25 ans, l'âge où on a la vie et les rêves devant soi. Et il y a toujours cette question de la part souvent des hommes qui ramènent à l'âge, à la jeunesse éternelle, parce que c'est vrai qu'une femme, elle doit faire rêver, à être aussi en capacité de rêver. Et puis, il y a cette confidence de Claude Lelouch qui est assez honnête. Oui. Il explique clairement qu'il y a un âge où les femmes rêvent moins, où elles sont plus aguerries, plus avisées sur leur rapport à l'homme, et peut-être aussi que la femme forte au cinéma, ça fait un peu peur. Oui, aussi, c'est vrai. La femme, en fait, très souvent, elle inspire si elle est jeune, elle est vulnérable et c'est un objet de convoitise. Si elle est sexy, si elle est sensuelle, voilà, on aime bien. Mais après, la femme trop forte, trop affirmée, qui a des choses à dire, elle peut faire peur. Alors bon, là, on est dans effectivement des clichés. Je dis pas que c'est la généralité pour tout le monde, mais ça a quand même souvent été le cas au cinéma. La femme devait être un objet de désir. C'était souvent, elle était au deuxième plan. C'était la conquête. La femme à avoir, mais au-delà de ça, il n'y avait pas beaucoup de choses intéressantes pour les femmes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a évolué sur ce sujet, Laurie Choleva ? Oui, bien sûr, je pense et je veux le penser. Après, je pense aussi que c'est aussi ça un peu le message du documentaire, mais ce combat, il passe par nous, les femmes, avant tout. Je pense que nous devons être convaincus de notre beauté intérieure et extérieure, peu importe notre âge. Nous devons être solidaires entre femmes et bienveillantes. Je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie sororité entre les femmes. C'est pas seulement un mot à la mode, en fait. Faut vraiment l'appliquer. Et voilà, si les femmes prennent le pouvoir, et c'est quand même le cas de plus en plus avec les femmes auteurs, réalisatrices, on leur laisse de plus en plus d'importance, et donc ça fait du bien aux femmes. Mais voilà, ce travail en tout cas, de faire changer les choses et de faire évoluer les mentalités, il passe par nous. Il passe pas uniquement par le désirata des hommes. Laurie, cela fait déjà une demi-heure que nous sommes en train de discuter toutes les deux. On va poursuivre évidemment encore avec un petit bout de ce documentaire à faire découvrir à nos auditeurs. Vous restez avec nous. On poursuit cette émission avec Laurie Choleva pour son documentaire Rebelle, disponible sur MyCanal. Dans un instant également, on poursuit cette émission avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent pour découvrir les goûts culturels qui en disent long sur notre invité. Restez avec nous. Le rappel des titres, c'est tout de suite sur Radio J.
15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre tout de suite. Le rappel des titres avec Alexandra Senigou. Bonjour Alexandra. À la une de l'actualité en Israël, l'autorité palestinienne dénonce le massacre d'Israël à Jenin après que Tsahal y ait mené une frappe aérienne ce matin. Ce sont les mots de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui a qualifié l'opération antiterroriste de tentative, je cite, de faire exploser la zone et de l'entraîner dans la zone de violence. 7 soldats israéliens ont été blessés lors des heurts avec des terroristes palestiniens lors du raid ce matin. Politique et la réforme judiciaire, le ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben-Gvir, exhorte les ministres de la coalition à aller de l'avant. Il a estimé que le gouvernement devrait poursuivre son plan de remaniement du système judiciaire lors d'une réunion au bureau du Premier ministre ce midi. Hier, Benjamin Netanyahou a affirmé qu'il prévoyait de soumettre un projet de loi plus modéré sur le comité de nomination des juges. L'actualité en France, c'est le procès de 4 hommes néo-nazis qui s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Les 4 hommes âgés de 21 à 28 ans sont soupçonnés d'avoir préparé des attentats en France entre 2017 et 2018. Ils se faisaient appeler les Waffenkraft et leur conversation tournait autour de la haine des juifs, des musulmans et des homosexuels. La guerre en Ukraine, la Russie prévoit de signer un accord de libre-échange avec l'Iran d'ici la fin de l'année. Annonce du vice-premier ministre russe ce matin lors d'une interview. Il a fait état de pourparlers qui seraient en phase finale avec Téhéran. Et merci beaucoup Alexandra Senigou. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause. Et c'est la suite de notre émission avec Laurie Choleva et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. Attention événement. Radio J. Classico, l'émission 100% foot de Radio J animée par Steve Nadjar, fête son 100e numéro avec un invité exceptionnel. Luis Fernandez. Luis Fernandez dans Classico, c'est ce soir à 21h sur Radio J. Caroline Fourest, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal de combat, contre les excès, contre les extrêmes. Parce que l'époque est aux radicalités, à la polarisation, à la manipulation, nous, on a eu envie de se battre pour la nuance. Franc-Tireur défendra la raison avec passion. Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Notre dossier Exodus, c'était il y a 76 ans. La ville de Sète vient de consacrer les voies du port par lesquelles les 4554 passagers ont accédé au navire. Comment se construit aujourd'hui la mémoire de l'Exodus? Le roman culte de Léon Uris et le témoignage de l'ancien commandant du navire, Ikaronovitch. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Papa, il faut qu'on parle. Tu connais le Talmud Torah de judaïsme en mouvement? On apprend l'hébreu, l'histoire, la culture juive. Filles et garçons, ensemble, dès 4 ans. Ça te plairait? Eh oui, mais attention, il faut faire vite. Judaïsme en mouvement, renseignements et inscriptions, judaïsmemouvement.org. Judaïsme en mouvement, offrez un Talmud Torah égalitaire à vos enfants. judaïsmemouvement.org. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Laurie Choleva, pour son documentaire Rebelle, disponible sur MyCanal. Je l'ai regardé de A jusqu'à Z de Laurie. Je l'ai trouvé merveilleux, ce documentaire. Merci. Il est très bien fait parce qu'il y a des archives, il y a des rappels. Vous donnez en fait des noms. Il y a aussi des noms qui sont là avec vous, qui parlent, notamment Horatika qui dit une phrase qui est assez bouleversante. Si nous sommes encore
encore actrice, dit-elle à nos âges, c'est parce qu'on a traversé nos petites guerres. Et oui. Qu'est-ce que nos petites guerres? Est-ce qu'elle vous l'a expliqué? J'ai envie de savoir. Ah ouais, ça veut tout dire, quoi. Nos petites guerres de femmes, nos petites guerres avec nous-mêmes, nos petites guerres avec, je pense, des producteurs, des réalisateurs, tout ce que ce métier impose aux femmes. Donc voilà, c'est être une femme, c'est une guerre permanente. C'est la somme de plein de petites batailles, en fait. Et c'est vrai, c'est très juste ce qu'elle dit, Horatika, parce que c'est un combat de nous face à nous-mêmes, c'est un combat de nous par rapport aux autres. Je dis nous, je m'inclus, mais là elle parlait des actrices en l'occurrence, mais voilà, c'est vraiment beaucoup de batailles et de combats à mener. Quand on cherche à qui la faute, Laurie Choleva, c'est assez amusant parce qu'il y a une intervenante dans ce documentaire qui dit lorsqu'on cherche les coupables, il y a un cercle vicieux où finalement chacun se renvoie un petit peu la balle. Oui, parce que c'est toute une industrie. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure. On est forcément aussi quelque part, nous les femmes, coupables aussi de quelque chose et d'avoir longtemps accepté. On n'a pas eu le choix, mais on a accepté. Enfin, il y a beaucoup de coupables. C'est la société qui nous impose ça aujourd'hui. C'est rentrer dans les mœurs. Et il y a aussi, si je peux me permettre, parce que ne serait-ce que en interne, évidemment, parce que il y a le producteur, le scénariste, l'actrice qui se renvoie la balle avec non, moi je veux plus jouer parce que j'ai du mal à me regarder aujourd'hui. Il y a aussi le scénariste qui finalement se dit qu'il n'y pense plus. Il y a aussi le producteur qui n'a peut-être plus envie parce qu'il préfère voir une femme plus jeune, qu'importe. Mais il y a aussi le regard que nous, les femmes civiles, civiques, si je puis dire, on a sur, avec ces deux phrases qui sont un petit peu terribles. C'est le oh, elle a pris cher et oh, elle est bien conservée quand même. Et oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai parce que nous sommes des boîtes de conserve et donc voilà. Non, mais c'est vrai. Le titre de travail à la base de ce documentaire, c'était Je ne suis pas périmée. Et effectivement, il y a déjà le premier combat, c'est de combattre toutes ces phrases malveillantes quand un homme se bonifie avec le temps et une femme doit s'estimer contente d'être bien conservée. Donc oui, bien sûr, c'est le principal combat, c'est ça, de toute façon. Il y a aussi le regard qu'on se porte sur nous-mêmes en tant que femme seulement et pas en tant que statut. Oui. C'est ce que vous venez de nous dire finalement quand on extrait l'ADN de tout ce que vous venez de nous dire. C'est vrai, on le voit avec toutes ces actrices aux États-Unis qui prennent la parole, je pense à Kate Winslet qui demande dans son contrat à ce que ses photos ne soient pas retouchées. Andy McDowell qui assume ses cheveux blancs. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Moi, par exemple, je serais incapable de le faire. Je pense que tout de suite, ça de toute façon, quand même, ça nous vieillit et moi, j'aurais du mal. Mais c'est bien de le faire. Ça fait quand même avancer les choses. Ça fait avancer les choses. Naomi Watts qui parle de la ménopause sur ses réseaux sociaux. Voilà, c'est vrai que nous, si on est convaincus, si on change notre regard déjà sur nous-mêmes, dans 30 ans, on se fera même plus cette réflexion. En fait, ce sera rentré dans l'ordre des choses. Une femme sera belle à 50, à 60 et sera légale de l'homme et ça choquera personne. Cette rivalité entre l'actrice que l'on est et que l'on a été et qui finalement pour certaines n'est pas forcément d'actualité, qu'on peut citer quelques noms comme Liliane Rover qui n'a jamais autant cartonné que depuis qu'on la voit dans 10% ou encore dans Family Business, bien qu'elle était actrice bien avant. Elle dit une phrase, c'est l'âge, c'est un péché. Alors finalement aujourd'hui je pense qu'elle en est le meilleur contre-exemple. On se souvient aussi d'Annie Girardot que vous mettez en lumière notamment au César dans ce documentaire. On ne le diffusera pas, mais voilà, on s'en souvient très bien. Et puis pour terminer, Marina Tomei, actrice, réalisatrice que vous interviewez, qui a créé une commission intitulée Tunnel de la comédienne de 50 ans. Quel est l'objectif de cette commission? Je trouve ça hilarant. Bah oui, c'est génial. La commission, c'est de lutter, pour qu'il y ait plus de femmes présentes au cinéma, qu'il y ait plus de rôles intéressants proposés aux femmes et pour dénoncer les chiffres qui sont accablants. On les a cités tout à l'heure, mais c'est vraiment ça le but. Et puis c'est de développer de plus en plus de projets pour ces femmes entre 50 et 60 ans. Et faire en sorte que finalement le temps devienne un allié, que les actrices deviennent les visages de l'acceptation des femmes avec leur âge tout court. Je pense que c'est le bon objectif. Et il y en a plusieurs, il y a des très bons témoignages dans le documentaire. Léa Drucker, elle a commencé justement à exploser à partir de 40 ans et elle s'est sentie beaucoup mieux dans sa peau. Nous, on a vraiment choisi de s'intéresser à des messages positifs de femmes qui ont des belles carrières, qui se sentent bien dans leur peau. Clotilde Courreau qui en parle avec beaucoup d'humour. Anouk Grimbert qui était
cette année dans 4 films incontournables, qui était nommé au César et qui est absolument sublime. Donc voilà, on voulait quand même, c'était important pour nous de véhiculer ce message positif. Est-ce qu'il y a des actrices qui vous ont refusé de parler ? Alors, personne nous a dit ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas en parler. Mais on a eu des actrices qui ont botté en touche, qui n'ont jamais réussi à être dispo. Voilà, on a eu ce genre de choses, donc on sait que. Mais personne en frontal nous a dit non, le sujet m'intéresse pas. Parce que le sujet, de toute façon, c'est compliqué de dire ça. Être intéressant en tant que femme. Évidemment. On va poursuivre cette émission, Laurie, et je recommande ce documentaire à revoir sur MyCanal, diffusé au mois de mai, fin mai, le 30 mai, si je dis pas de bêtises, ou le 31. Tout à fait. On poursuit cette émission avec Christophe Barbier qui nous emmène au théâtre. On va découvrir un visage, celui d'une femme, celui d'Élodie Navarre, qui joue dans une pièce que vous aimez, une situation délicate avec Clotilde Courreau, qui est dans votre documentaire Max Boublil, que vous avez aussi mis en lumière sur Canal+, il n'y a pas si longtemps. Élodie Navarre, donc, qui se jouait au théâtre Édouard VII. Bonjour Christophe. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, au théâtre. Et on part au théâtre avec vous, Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Bonjour Cyril, bonjour Laurie, ravi de vous retrouver après notre présentation commune des Violons de l'Espoir. C'était il y a quelques mois. Tout à fait, c'est vrai. De belles soirées, mais vous nous emmenez au théâtre voir une pièce que nous avons déjà traitée sous divers angles lors de cette émission, parce que c'est vrai que c'est une pièce qui depuis 2 saisons a marqué les spectateurs parisiens et maintenant les spectateurs en tournée. Une situation délicate. Il est vrai que cette pièce d'Alan Ayckbourn, avec Gérard Darmon en vedette, a connu un véritable triomphe, réussissant à passer du théâtre de la Renaissance au théâtre Édouard VII, une sorte de montée en gamme parmi les théâtres de Pascal Legros, et avant de vivre aussi une tournée très très fournie. Le coup de cœur de Laurie pour une situation délicate nous permet de braquer nos projecteurs sur une comédienne magnifique de la scène française, Élodie Navarre. 2 fois nommée aux Molières, jamais récompensée, notamment parce que l'année d'une récompense assurée, en 2013, pour Sunderland, eh bien les Molières furent annulés. C'était disputé dans le comité d'organisation. Avec son menton volontaire, ses yeux en amande, qui lui permettent de jouer les intellectuels, parfois les cruches, souvent les femmes fatales sur commande, avec sa silhouette menue mais autoritaire, Élodie Navarre marque les planches où elle plante ses talons, surtout quand ce sont des talons aiguilles. Il y a un feu particulier en elle, un feu qui sait demeurer glacé parfois, même quand il incendie les autres personnages. Élodie Navarre joue avec son cerveau autant qu'avec son corps, alors qu'elle pourrait négliger le premier en abusant du second. En 2010, dans une comédie romantique de Gérald Sibleras, elle tenait la dragée haute à Stéphane Fraisse au Théâtre Montparnasse et elle se promenait avec piquant dans ce jeu de l'amour et du bazar qui était très très drôle. Dans Chien, un peu plus tard, une pièce de Fabrice Roger-Lacan au Théâtre de l'Atelier, elle épaulait Alice Taglioni, qui était alors inexpérimentée au théâtre. Et la beauté brune de l'une bousculait la beauté blonde de l'autre. Élodie Navarre a la solidité d'une surdouée qui a plus de 25 ans de carrière derrière elle. Et oui, elle a commencé avant 16 ans. Et elle n'a pas beaucoup plus de 40 ans au compteur de la vie, donc elle a beaucoup de jolis rôles encore à jouer. Dans Sunderland, par exemple, de Clément Coche, que je citais tout à l'heure, en 2013, c'était l'une de ses meilleures apparitions en scène. Elle campait Sally, une femme qui envisageait avec sa colocataire de devenir mère porteuse pour pouvoir continuer à financer les soins que nécessitait sa jeune sœur. Elle était bouleversante, mélange d'autorité naturelle et de fragilité simple. Le triomphe était mérité. Elle a enchaîné avec Les cartes du pouvoir, une pièce venue d'Amérique, signée Beau Willimon, qui avait donné là-bas d'ailleurs un film. Elle jouait une journaliste prête à tout pour obtenir un scoop. Elle se gainait de cynisme autant que de charme pour plonger dans les eaux troubles et glacées de la politique américaine. Viendront ensuite Le fils de Florian Zeller, où elle incarnait avec tact la seconde épouse de cet homme, joué par Yvan Attal, qui voyait son enfant issu d'un premier mariage s'enliser dans la dépression. Cette femme n'y était pour rien, ce n'était pas son histoire, ce n'était pas son enfant. Elle essayait d'aider sans se mêler de ce qui ne la regardait pas, car elle aussi, elle avait une vie à vivre. Élodie Navarre atteignait avec ce rôle la plus grande finesse qui soit. Enfin, une situation délicate, pièce surgit alors que pour la première fois de sa carrière, elle n'avait plus vraiment de projet en cours. Eh bien, ce fut une divine surprise, un rôle encore de séductrice, intelligente, craquante, et là aussi, un triomphe mérité. On ne dit qu'une chose, vivement la prochaine apparition d'Élodie Navarre.
Et elle est du votre goût, en tout cas, Christophe Barbier. Ça, c'est sûr. Ah et oui, c'est vrai qu'elle depuis joue longtemps, c'est une excellente comédienne. Ouais, je suis bien d'accord. Merci beaucoup, Christophe Barbier. Merci à toutes les deux. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, Christophe. Tout de suite, la chronique émotion de Jérôme Goulon. Radio J. L'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Laurie. Bonjour. Alors dans cette chronique, on va entrer dans votre univers culturel et parler d'artistes que vous aimez. Alors on commence en musique. Alors on le sait, vous adorez Clara Luciani, mais voilà, comme on en a déjà énormément parlé dans cette émission, si j'en reparle encore une fois, je me fais tuer par Cyrielle. Je vais donc la passe, et heureusement il y en a d'autres effectivement. Donc dans votre top 3 figure une chanson qui s'appelle It's All Coming Back to Me Now de Céline Dion. On écoute un petit extrait. Cette chanson elle figure dans votre top 3. J'adore. Elle est sortie en 1996 sur l'album Falling Into You, un album qui cache une histoire plutôt sombre. Alors, on va faut laisser le refrain, pardon. Ah bah c'est comme Elle vous voulez. And you hold me like that. I just have to admit that it's all coming back to me when I touch you like this. Ah, je vous ai pris en otage là. Ah non, mais alors moi je suis fan. Hein. On peut y aller. Attention, ça va être là. But it's all coming back to me. It's all coming back. It's all coming back to me now. There were moments of gold and there were flashes Alors of je disais light. donc, cette chanson elle est sortie sur l'album Falling Into You qui cache une histoire un petit peu sombre. Nous sommes en 95, la carrière de Céline Dion est en pleine expansion. Sony cherche alors un producteur afin de préparer le nouvel album de la star canadienne. Et en premier lieu, c'est un certain Phil Spector, connu pour ses collaborations avec les Beatles et les Rolling Stones, qui est choisi. Seul problème, et il est de taille, lors des sessions d'enregistrement, Phil Spector se montre très autoritaire, mais surtout très violent envers Céline Dion. Et pour la protéger, René Angélil décide alors de stopper net toute collaboration avec Phil Spector et de retirer toutes les chansons produites par ce dernier. Alors finalement, le choix était plutôt judicieux puisque l'album a été l'un des plus vendus dans le monde avec plus de 32 millions d'exemplaires. Et puis un choix d'autant plus judicieux vu le caractère violent et paranoïaque de Phil Spector qui n'en était pas à son coup d'essai. On l'a appris après coup en 1975 durant un enregistrement avec John Lennon. Il avait tiré un coup de feu en studio. Ah oui. En 77, il avait menacé Quand Leonard même. Cohen avec une arbalète, toujours dans un enregistrement. Et puis en 2003, il a carrément tué une hôtesse d'une boîte de Los Angeles d'un coup de feu, ce qui lui vaudra 19 ans de prison et une prison dans laquelle il mourra en janvier 2021. Alors on le voit, René Angélil a bien fait d'éloigner Céline Dion de cet homme. Céline Dion qui, on le rappelle, traverse une période très difficile pour parler un peu d'actualité puisqu'elle a annoncé récemment l'annulation de tous ses concerts jusqu'à nouvel ordre pour des raisons de santé. Et à l'heure où on se parle, on ne sait pas si un jour elle retrouvera la scène. C'est ça qui est très très angoissant. Et c'est angoissant, et pour être encore plus angoissante, et pardon pour nos auditeurs et pour vous Laurie Choleva, on a eu quelques jours une chronique faite par le docteur Serge Rafal qui nous expliquait le syndrome dont elle souffrait, et a priori voilà, ce serait pas forcément évident pour elle de revenir un jour sur scène. Donc ouais, non. On embrasse quand même Céline Dion et on lui souhaite un très bon rétablissement. On poursuit avec une chanteuse que vous adorez, notamment Laurie Choleva, et je crois que vous adorerez voir son prochain concert. Oui, il s'agit de Mylène Farmer. Elle est actuellement en tournée jusqu'au 29 juillet, un véritable événement, comme à chaque concert qu'elle donne d'ailleurs. En fait, c'est pas forcément que je suis fan, c'est que j'ai jamais fait un concert de Mylène Farmer. Bah, vous devriez. Et que tout le monde me dit que c'est un show absolument dingue. Et j'aimerais bien y être un jour. Alors justement, contrairement aux idées reçues, il y a encore une façon de se procurer des places. Il y a un site internet qui s'appelle MylèneFarmer Nevermore2023.com. Et contrairement à ce qu'on peut penser, on peut trouver des places, qu'il y a des fans qui les revendent pour des tarifs qui ne sont pas forcément prohibitifs. Et donc si vous voulez, vous pouvez même pour le prochain Stade de France trouver des places. Alors Mylène Farmer, c'est tout simplement une chanteuse française qui a malgré tout, qui a vendu le plus de disques depuis le début des années 80, devant Johnny et Michel Sardou, rien que ça. C'est fou. Et pourtant, à ses débuts, les maisons de disques ne croyaient pas en elle. Un flashback, nous sommes au début des années 80. Mylène Gauthier, son vrai nom, vit de petits boulots et elle rêve alors de faire du cinéma. Et lors d'un casting, elle rencontre le régisseur Jérôme Dahan puis Laurent Boutonnat. Les deux hommes composent alors la chanson Maman à tort, qui est sa première chanson. Et cette chanson
chanson, elle évoque l'amour d'une petite fille internée à l'hôpital psychiatrique pour son infirmière, puisqu'elle est amoureuse de son infirmière. Et l'histoire de la chanson, elle est inspirée du destin tragique de l'actrice américaine Frances Farmer, qui avait été de nombreuses fois internée en hôpital psychiatrique par sa mère et qui avait été prostituée de force. Et c'est d'ailleurs en hommage à cette actrice que Mylène Gauthier devient à ce moment-là Mylène Farmer. Alors comme je vous le disais plus tôt, malheureusement le succès n'est pas venu tout de suite. Pendant un an, toutes les maisons de disques refusaient de diffuser le titre de Mylène Farmer, le trouvant trop spécial et trop dérangeant pour l'époque. Finalement, après un an de galère, RCA, un label américain, a accepté de publier le disque. La carrière de Mylène Farmer a décollé, grâce notamment à des titres tels que Libertine, Tristana ou encore Sans contrefaçon, apportés par des clips vraiment révolutionnaires pour l'époque. Et finalement, c'est assez ironique puisque c'est ce côté dérangeant qui faisait que les labels ne croyaient pas en Mylène Farmer, qui fera d'elle l'une des plus grandes stars françaises. Et vous le dites si bien, Laurie Choléwa, c'est vrai, quand vous allez à un de ces shows, c'est un moment un petit peu intemporel et il y a peu de stars qui dégagent autant que ça. Et je suis sur le site de Nevermore 2023. Il reste des places, mais attendez, tenez-vous bien. 30 juin au Stade de France et le 1er juillet, il reste des places en carré or. Et alors, la place est à 235 €. Mais il y a une petite case intitulée Revente et c'est toujours la même chose, 235 € en carré or. Mais si on a envie de se faire plaisir et qu'on sait serrer un peu la ceinture, pour ceux qui peuvent, ça vaut le coup de se faire plaisir. Surtout que 2 jours avant le concert, ça sera peut-être plus cher que ça. Donc, et voilà. Et au marché noir, encore pire. Exactement. Alors voilà, il nous reste des places. On poursuit avec de la littérature et un écrivain qui a bercé votre adolescence, Laurie Choléwa. Oui, on change totalement de registre, puisque Émile Zola, c'est l'un des plus grands auteurs français. Il est connu pour sa fresque romanesque sur les Rougon-Macquart. Il joua aussi un rôle immense dans l'affaire Dreyfus grâce à son célèbre J'accuse, publié dans le journal L'Aurore. Et c'est un écrivain qui a donc bercé votre adolescence, Laurie. Alors, une émission entière ne suffirait pas pour raconter la vie et l'œuvre d'Émile Zola. Une vie dont le destin a basculé grâce à son échec au baccalauréat. C'est ça qui a tout déclenché. Mais souvent, les échecs d'un échec naît de bonnes choses. On est donc en 1859 et Émile Zola, orphelin de son père et élevé par sa mère, rate 2 fois son baccalauréat en sciences. Très marqué par cet échec et ne supportant pas de décevoir sa mère qui est dans le besoin, et sachant qu'il doit à tout prix trouver un travail pour survivre, Émile Zola se fait alors embaucher par un certain Louis Hachette, on ne sait pas n'importe qui le prend comme commis dans sa librairie. Et très apprécié, c'est durant ces années chez Hachette, il y restera 4 ans, que Émile Zola apprend les techniques du livre et de sa commercialisation, tout en se constituant un réseau incroyable qui lui permettra de se faire un nom dans la presse, puis après dans l'édition. Alors Émile Zola, qui n'avait malgré tout pas que des amis, suite à son plaidoyer dans l'affaire Dreyfus, il est contraint à l'exil forcé à Londres pendant un an. Et puis sa mort en 1902 reste toujours aujourd'hui entourée d'un mystère. Le 29 septembre de cette année-là, il meurt dans son sommeil, intoxiqué par la fumée de la cheminée de sa chambre. Une mort suspecte, étant donné le nombre d'ennemis qu'avait pu se faire Zola, notamment chez les anti-Dreyfusards. Les descendants de l'écrivain ont d'ailleurs affirmé qu'un ramoneur, membre de la Ligue des Patriotes, était le responsable de la mort de Zola et aurait bouché la cheminée sur ordre des anti-Dreyfusards. Malheureusement, l'enquête de police n'aura jamais permis de le prouver. On va terminer avec du cinéma et l'un de vos films préférés. Il s'agit de Pulp Fiction. Un petit mot, Jérôme Boulon. Oui, alors la liste de vos films préférés est assez longue. On pourrait citer Pulp Fiction, un Palme d'Or à Cannes en 94. Alors Pulp Fiction, un film que tout le monde connaît, mais qui est pour certains acteurs, je vais essayer d'être bref, qui auraient pu jouer dedans, synonyme à tout jamais d'occasion manquée. Le rôle de Vincent Vega avait été attribué à Michael Madsen, mais ce dernier a décliné la proposition, préférant jouer dans White Earp, un film que tout le monde a déjà oublié par rapport à Pulp Fiction. Au final, c'est donc John Travolta qui a obtenu le rôle. Le rôle de Butch, joué par Bruce Willis, avait lui été écrit pour Matt Dillon, mais ce dernier a été refroidi par le petit budget du film. Ça paraît incroyable, mais Pulp Fiction n'a coûté que 8 millions de dollars, c'est rien du tout à l'époque. Au final, Bruce Willis a lui accepté de réduire son cachet, de mettre en danger son statut de star, un choix payant, tant le film a relancé sa carrière. Et puis autre actrice à avoir raté le coche, c'est Meg Ryan, qui aurait dû jouer dans le rôle joué par Uma Thurman, mais finalement c'est elle qui a été choisie. Et quand Tarantino, quand il l'a vue, il lui a fait porter une perruque brune coupée au carré en hommage au personnage de Anna Karina, actrice fétiche de Jean-Luc Godard, source d'inspiration pour Tarantino. Choix gagnant, Uma Thurman sera mise en avant durant toute la campagne de promo de Pulp Fiction avec sa perruque noire et sa cigarette à la main. Alors est-ce que le film aurait eu le même succès avec Meg Ryan? Rien n'est moins sûr. On ne sait pas. Merci beaucoup pour cette chronique, Jérôme Boulon. Tout de suite, le coup de fourchette d'Annabelle Nakache qui vous croque, Laurie Choléwa sur Radio J. C'est pas grosse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilaté. Radio J. Radio J, le coup de fourchette.
Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour Laurie. Bonjour. Moteur demandé, ça tourne, action. Cholet va, tcha. Vous vous rappelez de ce générique, annonciateur d'un moment de bonheur. Je parle pas du film du premier samedi du mois, bien évidemment. Je parle cinéma, du 7e art, au sens noble du terme. Ce moment de bonheur qui ne durait des fois que quelques minutes au début du film, parce que pour certains, le lendemain, il y avait école. Ou parce que pour les autres, ils n'avaient pas Canal+, et que la suite était cryptée. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est annonciateur de la venue de celle que l'on appelle désormais Madame Cinéma, Laurie Choleva. Ouais, je vais le dire à chaque fois. Fou. C'est addictif. Vous êtes la successeur de Monsieur Pierre Tcherniakowski. Oh là là. Et oui, en plus du cinéma, vous partagez avec lui des origines juives ashkénazes d'Europe de l'Est. C'est vrai. Sachez-le donc, ce coup de fourchette sera surtout un coup de projecteur. Heureusement qu'on reçoit pas Harvey Weinstein, sinon la chronique aurait été un coup de producteur, mais c'est pas légal. Enfin, scène 1 sur 1, première. Voilà une vingtaine d'années désormais que vous incarnez la passion pour le cinéma. Vous avez débuté en 2001 avec Laurent Veil, qu'on salue très chaleureusement. Vous avez donc depuis été une sublime ambassadrice. Badoumba. Ah non, excusez-moi, je me suis gouré de générique. Ça, c'était Culture Pub juste avant le téléfilm Show Cacao du dimanche soir sur M6, que j'aimais bien aussi. Non, pas le téléfilm, le Culture Pub, je peux le dire. À l'origine, en fait, c'est donc votre grand frère, un bon grand frère qui se respecte, qui vous a initié au film d'horreur. Il y en a à qui ça vaut des années de psychanalyse, et ben vous, ça vous a valu de j'aurais peut-être dû. Ah oui. Bah, en échange, vous avez quand même fait vos premières chroniques cinéma grâce à ça, et ça vous a permis de rencontrer des stars internationales. Vous avez même eu, il paraît, une idylle avec Gerard Butler. Bah moi aussi, vous savez que j'ai eu une idylle avec lui dans mes rêves. Ok. En tout cas, merci à votre frérot. C'est marrant. Moi, c'est plutôt mon chéri qui m'a initié au film d'horreur en me présentant sa mère. C'était un peu souviens-toi Shabbat dernier. Tiens, en parlant de repas, il paraît que la cuisine c'est pas trop votre truc. Au boulot, c'est vous qui présentez, mais en cuisine, c'est votre chéri qui gère la présentation. Sa spécialité, c'est le salé. Vous essayez de gérer le sucré. À défaut de savoir préparer la forêt noire comme votre maman, vous faites le gâteau au chocolat qui remporte la palme à coup sûr. D'ailleurs, en parlant de palme, si vous avez une revendication sociale sur les retraites, les subventions ou les horaires d'ouverture de la Sécu, c'est le moment. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Alors, comme votre plat préféré, les lasagnes, vous êtes un millefeuille de talent, présentatrice, auteur, productrice. Mais la cuisine qui vous réconforte le plus, c'est la junk food, en mode burger frites. Vous êtes resté une éternelle enfant. Oui, la jeunesse éternelle, c'est un petit peu... Vous avez appelé mon mari ou mon frère? Non, vous avez... J'ai mes sources. La jeunesse éternelle, c'est le plus grand fantasme de tous, avec la SNCF sans grève, par exemple. Et c'est surtout une injonction pour les femmes, comme vous l'expliquez très bien dans votre excellent documentaire Rebelle. Vous vous demandez pourquoi la société considère qu'on devient périmé quand on prend de l'âge, quand on est une actrice et par extension quand on est une femme tout court. Pourquoi à partir de 45 ans on ne voit plus que 6% des femmes à l'écran qui jouent souvent des grand-mères alors que Virginie Efira attend son prochain enfant à 46 ans et d'ailleurs les 6% de femmes qu'on voit c'est souvent Virginie Efira. Pourquoi les femmes passées à un certain âge ne trouvent plus de rôle intéressant? On a bien Clint Eastwood qui joue les gros durs à 91 ans dans Cry Macho. Pourquoi le seul emploi auquel on pense pour une femme de plus de 45 ans est celui de la belle-mère acariate comme dans Blanche-Neige? Au début quand t'es jeune tous les matins t'es devant ton miroir. Miroir mon beau miroir, dis-moi qui est la plus bonne. C'est toi qui es la plus bonne, oh ma reine. Puis un jour, paf, 45 ans, passé la première ride, les ovaires en panne, et là, la sentence. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus bonne. C'est toi qui es la plus bonne. Ah rien, oh ma vieille. Une jeune fille dont un morceau de tissu ne peut dissimuler les formes pulpeuses, dont les ovaires fonctionnent en 3x8 et dont les followers se régalent de ses poses de chaudasse, est hélas encore plus bonne que toi. Et oui, pour les hommes, si à 50 ans t'as pas de Rolex, c'est que t'as raté ta vie, alors que pour les femmes, si à 45 ans t'as plus de fertilité, c'est que t'as raté ta vie. On n'est pas sur la même horloge biologique, bien sûr. Un fruit mûr, on le consomme. Une femme mûre, poubelle rose, direct. Et en scénario de court-métrage, ça donne ça. Elle venait d'avoir 40 ans, s'est faite bâcher par son agent comme une vieille pomme. C'est pas grave, il y a un problème technique, je continue de chanter quand même. Pourtant elle avait du talent, pour une femme c'est pas on recommence? Allez. Elle venait d'avoir 40 ans, s'est faite bâcher par son agent comme une vieille pomme. Pourtant elle avait du talent, pour une femme c'est pas suffisant, non, pas comme les hommes. Elle a mis de la couleur à ses cheveux, un peu de botox autour des yeux, pour pas vieillir. Mais heureusement,
Les mentalités sont en train de changer et on voit de plus en plus de premiers rôles passionnants pour des femmes plus âgées. Ça, c'est formidable. Merci Fanny Ardant. Merci d'avoir reconnu. C'est en sensibilisant et en créant qu'on fait bouger les choses, comme vous l'avez dit. Et c'est ce que vous faites dans ce brillant documentaire et également avec l'événement que vous avez créé, Leur Voix pour l'espoir, pour contribuer à la recherche sur le cancer du pancréas, donc qui a emporté votre papa Patrick beaucoup trop tôt. J'aimerais du coup lui dédier cette chronique ainsi qu'à mes proches, partis eux aussi trop tôt pour les mêmes raisons, Roger, Armand et Chantal, qui eux aussi veillent sur nous et qui auraient aimé que la recherche avance bien plus vite. Pour finir, puisque vous êtes Madame Cinéma Chicha, je vous ai dit, je le dirai jusqu'au bout. Je vais me la jouer Madame Soleil et je vais vous prédire une carrière aussi longue que Pierre Tchernia et Clint Eastwood réunis pour nous parler de cinéma encore et encore. Et c'est coupé. Et je ne parle pas de la Brit Mila à laquelle j'ai assisté ce matin. D'ailleurs, bienvenue au petit Arthur. Allez, croquez la vie et d'ici là, bon appétit. Merci beaucoup Annabelle Nakache. Merci. On poursuit cette émission tout de suite avec une petite publicité et on revient dans un instant, bien évidemment, avec notre séquence tac au tac, notre coup de cœur du jour et notre experte du jour, Sandy Boulanger, pour le portrait de notre invité. Aussi en fin d'émission, vous pouvez bien évidemment écouter, questionner notre invité Laurie Choleva si vous le désirez en nous écrivant sur le site de Radio J ou sur Instagram. Tout de suite, une petite pause et le journal de l'info, restez connectés. Caroline Fourest, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal de combat contre les excès, contre les extrêmes. Parce que l'époque est aux radicalités, à la polarisation, à la manipulation. Nous, on a eu envie de se battre pour la nuance. Franc-Tireur défendra la raison avec passion. Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue tout de suite, le journal de l'information avec Alexandra Sénigo. L'actualité, l'autorité palestinienne dénonce le massacre d'Israël à Jenin après que Tsahal y ait mené une frappe aérienne ce matin. Ce sont les mots de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Il a qualifié l'opération antiterroriste de Tsahal de tentative de, je cite, faire exploser la zone et de l'entraîner dans la violence. 7 soldats israéliens ont été blessés lors des heurts avec des terroristes palestiniens lors du raid. Les détails avec le colonel de réserve de Tsahal, Olivier Rafovitch. Il y a donc 30 blessés du côté palestinien, en majorité des terroristes, 3 morts comme vous l'avez dit. L'opération avait pour but d'arrêter des terroristes dont l'un d'ailleurs avait été il n'y a pas très longtemps libéré, un membre du Hamas, El Jala. L'opération quelque part, si vous voulez, elle représente l'escalade et l'aggravation de la situation dans les territoires et surtout dans le nord de la Samarie à Jenin. Et ce n'est pas du tout improbable qu'il y ait une opération de plus grande envergure très prochainement parce que la situation est de plus en plus grave et sérieuse dans cette région. Olivier Rafovitch sur I24 News. Politique et la réforme judiciaire en Israël. Le ministre de la Sécurité intérieure Itamar Ben-Gvir exhorte les ministres de la coalition à aller de l'avant à ce propos. Le ministre d'extrême droite a estimé que le gouvernement devrait poursuivre son plan de remaniement du système judiciaire. C'était lors d'une réunion qui s'est achevée il y a 1 heure au bureau du Premier ministre. J'ai dit que nous devions poursuivre la réforme. Nous ne pouvons pas nous contenter de quelque chose de superficiel, c'est ce qu'a déclaré Itamar Ben-Gvir. Hier, Benyamin Netanyahou a affirmé qu'il prévoyait de soumettre un projet de loi plus modéré sur le comité de nomination des juges. Diplomatie, la première dame ukrainienne Olena Zelenska est arrivée ce matin en Israël. Elle a été accueillie par l'épouse du président israélien Yitzhak Herzog, Michal, à Tel Aviv pour un petit déjeuner ce matin. Cette visite de l'épouse du président ukrainien sera axée sur la question du traitement post-traumatique des enfants et des jeunes. Elle commencera par la visite de l'hôpital pour enfants Safra dans le centre d'Israël et elle se poursuivra par une discussion avec une organisation israélienne qui s'occupe des enfants et des victimes de traumatisme au niveau national. Dans le reste de l'actualité, Washington fustige Israël après l'annonce de 4500 nouvelles constructions en Judée-Samarie. Le département d'État américain s'est dit, je cite,
profondément troublé par cette annonce du gouvernement israélien hier. Dans un communiqué, le porte-parole du département d'État Matthew Miller a indiqué que les États-Unis s'opposent à de telles actions unilatérales qui rendent la solution à 2 États plus difficile. Il parle même d'obstacles à la paix. L'actualité en France, le président Emmanuel Macron s'est rendu ce midi au salon de l'aéronautique au Bourget. Emmanuel Macron qui veut réconcilier écologie et aviation. Il a défendu un modèle économique et social basé sur l'innovation et la stratégie industrielle afin d'atteindre une sobriété écologique qu'il dit raisonnable. Le président de la République Emmanuel Macron. Il y a des moments où parfois il faut savoir adapter nos comportements. On l'a très bien vu d'ailleurs l'année dernière quand on parlait d'électricité. On a fait un plan de sobriété parce qu'on était face à l'urgence. On est en train de le faire collectivement sur l'eau. Donc je pense que la sobriété bien organisée, si je puis dire non punitive, comprise par tous, partagée par tous, raisonnable, qui fait qu'on fait chacun des efforts, qu'on évite ce qui est inutile et qui permet de réduire les émissions, elle est bonne. Et elle est bonne dans tous les domaines. Donc il y a une bonne sobriété, celle qui est raisonnable, celle qui consiste à dire faut tout arrêter en quelque sorte et il faut renoncer à la croissance. Je ne la crois pas raisonnable. Le président de la République Emmanuel Macron au micro de nos confrères de BFM TV. Et merci beaucoup Alexandra Sénigon. On vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission dans un instant avec mon invité Laurie Choleva sur Radio J. Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. L'hôtel El-Konin Tel Aviv, le légendaire, le premier hôtel tel-avivien créé à Neve Tzedek. Avec son design élégant, luxueux, l'hôtel El-Konin Tel Aviv apporte une touche de sophistication et de charme à la française dans la ville blanche. Piscine et bar sur toit, face à la mer, spa Clarins et produits d'accueil Clarins en chambre, salle VIP pour des événements intimes. Et ce n'est pas tout. L'hôtel El-Konin Tel Aviv vous propose l'époque. Restaurant exclusif avec pour la première fois en Israël, la signature au bûchon, le chef aux 31 étoiles Michelin à travers le monde. Eh oui, l'hôtel El-Konin Tel Aviv est tout simplement exceptionnel. L'hôtel El-Konin Tel Aviv, 00 972 3 548 40 00 00 972 3 548 40 00. L'hôtel El-Konin Tel Aviv, incontournable. Incontournable. Papa, il faut qu'on parle. Tu connais le Talmud Torah de judaïsme en mouvement? On apprend l'hébreu, l'histoire, la culture juive. Filles et garçons, ensemble, dès 4 ans. Ça te plairait? Eh oui, mais attention, il faut faire vite. Judaïsme en mouvement, renseignements et inscriptions, judaïsmemouvement.org. Judaïsme en mouvement, offrez un Talmud Torah égalitaire à vos enfants. Judaïsmemouvement.org. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de nous rejoindre si c'est le cas, si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission. Merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, Laurie Choleva, pour son documentaire Rebelle, disponible sur MyCanal. Alors, on va le dire quand même, il y a un instant, on a assisté à quelque chose d'assez fou. Les auditeurs le savent, je le dis à chaque fois, ils doivent rigoler à force. Vous connaissez le coup de cœur, Laurie? Mais jour, oui, mais c'est cool. Ouais, MyLeague, c'est génial parce que en fait, il a fait partie des candidats quand je l'ai présenté Nouvelle Star. Humain cool, voilà. MyLeague. Je sais plus du coup comment je vous appelle. Ouais, c'est ça, moi. Je sais pas, c'est Humain cool maintenant, mais c'est vrai qu'en vrai, elle me connaît sous mon vrai prénom qui est Maëlie. Ouais. Et voilà, bienvenue. Et ça faisait partie de nos gros coup de cœur, surtout, faut dire. Ouais. Et moi après, j'ai suivi évidemment tout ce que tu faisais sur les réseaux, mais je savais pas du tout qu'il serait là aujourd'hui. Je suis tellement contente parce que on a eu une très belle édition de Nouvelle Star et on avait vraiment des candidats très très attachants et il en fait partie, et donc ça me fait vraiment plaisir. Ouais. Vous savez quoi, on va continuer en musique avant de faire le tac au tac, petite question-réponse. Mais en fait, comme on a fait la petite introduction, je me vois pas poursuivre différemment. Alors on va découvrir Humain cool aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Je suis ravie de vous avoir en face de moi. Ça fait un petit moment qu'on se connaît, qu'on se suit. Aujourd'hui, on va écouter Plus là.
C'est ça. C'est the single, on peut dire ça comme ça. Ouais, je crois. Il y a une évolution, mais. Ouais, c'est celui qui, en tout cas, pour moi, se rapproche plus de un truc un peu universel, intemporel, que tout le monde écoute. Ça fait déjà 2 ans que je joue en première partie avec Jimo et Alban Ivanov. Donc, ça commence à faire un petit peu son tour et et c'est cool, ouais. Exact. Vous êtes en première partie d'Alban Ivanov et Jimo depuis un petit moment, en effet. Vous serez en première partie de Gad Elmaleh le 20 juin à la Bourse du Travail à Lyon. On va découvrir plus là et puis on discute ensemble juste après. Allez, c'est parti. C'est parti. Une journée de plus, passée seule, comme si c'était pas assez dur d'affronter ce monde de merde. Tout paraît sombre, tout disparaît. Pourtant t'es quelque part, mais dans quel pétrin tu es? Peut-être le même que moi, le même coma. J'espère que nous sommes tous les deux le remède de notre mal commun. Je regarde les amoureux, ils ont l'air d'aimer ça. J'aimerais tellement être avec toi, parce que tout ce qui m'importe, c'est que le soir, je m'endors près de toi. Parce que t'as changé en rêve tous les cauchemars qui se retrouvaient dans mes draps. Mon front sur tes lèvres, demain j'irai encore au combat. Mais quand le jour se lève, tu n'es plus là. Je t'ai aperçu depuis quelques jours, j'ai bien l'impression que c'est toi. Ton soin et tes yeux n'ont pas menti. Petite attirance anormale, alors qu'est-ce qu'on attend pour se parler? J'en meurs d'envie. J'ai un dur passé, mais depuis que je t'ai vu, je ne pense qu'à la suite. Un soir de plus, un verre de trop. Tous les deux ivres, je peux lire dans ton regard, ton envie de vivre. Je sens ton cœur qui bat encore après l'amour. Tes petits doigts dans les miens, ton souffle se coupe. Parce que tout ce qui m'importe, c'est que le soir, je m'endors près de toi. Parce que t'as changé en rêve tous les cauchemars qui se retrouvaient dans mes draps. Mon front sur tes lèvres, demain j'irai encore au combat. Mais quand le jour se lève, tu n'es plus là. Parce que tout ce qui m'importe, c'est que le soir, je m'endors près de toi. Parce que t'as changé en rêve tous les cauchemars qui se retrouvaient dans mes draps. Mon front sur tes lèvres, demain j'irai encore au combat. Mais quand le jour se lève, tu n'es plus là. Humain Cool sur l'antenne de Radio J. Quel bonheur de vous avoir entendu aujourd'hui pour la première fois sur l'antenne de Radio J. Alors je vous avoue que j'ai saigné vos titres. J'ai vu ça parce que ça fredonnait pendant que je chantais. C'est ça, donc j'ai pas mal écouté, notamment sur Spotify, et je recommande également à nos auditeurs. C'est un premier projet, ce titre, où il y a plusieurs titres: Humain Manque, Humain Freestyle, Humain M, La Pluie, Humain Perdu, beaucoup de titres comme ça avec voilà cet adjectif en gros humain au début. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous êtes jeune chanteur, compositeur, interprète, vous venez de la scène urbaine, c'est comme ça que vous vous définissez, vous chantez depuis 12 ans, vous commencez avec le rap, Humain Cool, et puis vous découvrez la guitare à 17 ans, et c'est comme ça finalement que vous devenez autodidacte. C'est ça, exactement. J'ai appris sur YouTube. J'ai découvert, il y avait une guitare en dessous du lit de mes parents, elle y était depuis que j'étais petit. Jamais osé la toucher, et puis un jour, pendant les révisions révision de bac blanc et tout, à l'époque, je me dis bon, j'ai rien à faire après les révisions, je vais prendre la guitare, et puis j'ai appris à jouer en un mois, et puis voilà quoi. Et on vous voit chanter un petit peu partout dans Paris, notamment dans plusieurs restaurants et lieux où on peut vous apprécier en première partie d'artiste. En tant qu'artiste solo, voilà, vous avez fait de nombreuses scènes, notamment la Nouvelle Ève, moi, où je vous ai vu en première partie de Jimo, ou encore au Dôme de Paris pour Alban Ivanov. Vous allez être bientôt en première partie de Gad Elmaleh. On va découvrir un deuxième titre que j'aime beaucoup, que j'ai écouté sur l'antenne de Radio J. On va le diffuser tout de suite. C'est celui juste après. Une journée de plus. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Saracoe. Il arrive dans un instant. En tout cas, c'est toujours pas celui-là. C'est Si tu le voulais. Ce qu'on va faire peut-être, Humain Cool, c'est qu'on va découvrir celui-là, et puis après on vous écoutera pour la suite. Yes.
pense les autres, j'ai entendu, sonnent comme des faux accords. T'avais tes doutes, je l'ai vu quand j'ai fermé la porte. Parfois quand la nuit tombe, si dans les rues, je disparais un peu. C'est pour admirer les étoiles que je vois dans tes yeux. Dans le noir, je m'égare quand tu n'es pas présent. J'aimerais te garder près de moi longtemps et poursuivre le battement de ton cœur encore jusque dans les temps. Pour ne pas qu'on se perde, s'aimer doucement. Je t'ai tout donné, moi. Mon âme, mon cœur et mon corps. C'est qu'en toi je peux trouver de l'or. Si je t'ai tout donné, si tu le voulais, toi, tu pourrais devenir mon nom. Pour la vie, garder mon nom. Si tu le voulais, si tu le voulais, toi. Ce que pensent les autres, j'ai entendu, mais je le dirai encore. Tout ce qu'on a eu, je le donnerai à personne. Et si le froid de l'hiver nous rend faibles, je te réchaufferai un peu. Et je demanderai au ciel du soleil pour que t'ailles mieux. Dans le noir, je m'égare quand tu n'es pas présent. J'aimerais te garder près de moi longtemps et poursuivre les battements de ton cœur encore jusque dans les temps. Pour ne pas qu'on se perde, s'aimer doucement. Je t'ai tout donné. Humain Cool sur l'antenne de Radio J. On est en train de découvrir ce titre qui s'intitule Si tu le voulais, hyper radiophonique, hein, on est d'accord, Laurie? C'est trop bien. Titre très efficace, hein, je me permets, que j'aime beaucoup. Je voulais vous poser cette question, Humain Cool. Comment vous avez réussi finalement à intégrer les premières parties de plusieurs artistes? Comment vous êtes introduit là-dedans? Parce que les gens doivent se dire, il a fait plusieurs premières parties, moi aussi j'aimerais bien. Comment ça s'est passé pour vous? En fait, finalement, ça s'est passé très très naturellement. J'ai jamais ni demandé, ni ça a été des propositions comme ça qui ont été faites. La première que je fais, c'est un artiste qui s'appelle Certes Mathurin, qui me découvre moi dans un bar qui s'appelle Scénarium. Je jouais devant 5 personnes. Juste après son spectacle à lui, il y avait 5 personnes et il me dépose un petit mot devant. Il me dit: j'aimerais bien que tu fasses la première partie d'un événement. Que j'ai fait par la suite. À l'époque, c'était à la Bellevilloise. Et ensuite, ils ont fait cet événement-là au Grand Rex. Ça a super bien marché. Et ensuite, Jimo, qui avait une date exceptionnelle au théâtre du Gymnase, avait besoin d'un artiste pour chanter après le spectacle dans le petit cocktail de fin, quoi. Et c'était pas rémunéré, il fallait que je vienne avec mon matériel et tout. J'ai dit ok, c'est pas grave, j'ai loué du matériel, je suis venu. On en a parlé hier soir parce que là j'étais avec hier soir avec Jimon, je lui en ai reparlé de ça, il se souvenait plus. Et je suis venu jouer gratuitement et ils m'ont dit vu que t'es venu gentiment jouer, on va te proposer de faire une première partie. Lui il a halluciné quand j'ai fait sa première partie, il a dit à toute son équipe de revenir le lendemain. Et après, depuis Jimo, j'ai fait La Cigale avec lui. Il y avait le manager d'Alban qui m'a découvert, qui m'a dit viens faire Alban. Et puis Gad Elmaleh a posé la question à Jimo, mais qui c'est le gars qui fait ta première partie? Et Jimo lui a dit je te dis c'est lui, je te montre son Insta, mais tu devrais le prendre un jour pour tester, tu vas halluciner. C'était il y a 1 an et puis du coup la première partie est demain avec Gad à Lyon. C'est beau, donc, c'est beau cette fidélité et puis c'est mérité de voir que voilà le mot est passé, ça fait très plaisir. Très cool. Ça fait très plaisir. Humain Cool, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? On va bien évidemment écouter un autre titre en exclusivité parce qu'il y a un nouveau projet. Est-ce qu'il y a un EP qui est sorti ou c'est plusieurs titres comme ça? Alors il y a 2 EP qui sont sortis, il y en a un il y a 2 ans qui s'appelle V1. Il y en a un que j'ai sorti en septembre de l'année dernière 2021 qui s'appelle Musique soit une blessure. Et là il y en a un qui est en préparation, il est en train d'être terminé tranquillement parce que comme j'étais en tournée c'était un peu dur, mais là on va le terminer entre juillet et août et il devrait normalement sortir aux alentours de, on aimerait bien septembre, octobre. Et alors on a le droit d'avoir une petite exclue. Exactement. Allez, on va l'écouter en direct. J'essaie de rester le même. À quoi ça sert de changer? Je serai jamais à la mode, jamais dans les codes. Pourquoi vous voulez me toucher? Bien sûr que ça fait mal quand personne veut t'accepter. Mais moi je serai jamais à la mode, jamais dans les codes. Je vais mourir comme je suis né.
J'étais mal dans ma peau il y a encore quelques années. J'ai appris à m'aimer, à accepter mon identité. Je m'identifiais à ce que les autres attendaient de moi, mais bon, pas être soi-même, c'est pas être bien, c'est se faire du mal. C'est pas de ta faute, c'est jamais de la leur non plus. Les gens appuient sur tes faiblesses, pourquoi tu les as crues? T'es la meilleure version de toi-même, le jour où je l'ai vu, j'ai pris mes qualités, j'ai taffé dessus, je les ai accrues. Si t'arrives pas à accepter les autres, c'est ton problème. Si t'arrives pas à pardonner mes fautes, c'est toi qui gères. T'as pas à être parfait, j'ai pas à l'être non plus. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend, c'est Dieu qui juge. J'essaie de rester le même. À quoi ça sert de changer? Je serai jamais à la mode, jamais dans les codes. Pourquoi vous voulez me toucher? Bien sûr que ça fait mal quand personne veut t'accepter. Mais moi je serai jamais à la mode, jamais dans les codes. Je vais mourir comme je suis né. L'amour est là, vas-y qu'est-ce que t'attends? Tu penses vraiment que c'est pas pour toi jusqu'au jour où il te prend? J'étais déçu, j'étais blessé, on m'a fait mal. Je lui ai dit, elle m'a compris, elle était calme. L'avenir est beau, c'est toi qui décides de tout. Tu peux stopper les larmes, ranger les armes, en avoir rien à foutre. Depuis quand t'as des comptes à rendre à part à ceux qui t'aiment? Depuis quand t'es redevable de quoi que ce soit à part à ceux qui t'aident? Si t'es d'accord avec moi, vas-y lève haut la main. Emmène les gens autour de toi, on va changer demain. Viens on est solidaires, on se comporte comme des frères. De toute façon je suis né comme ça et c'est comme ça que je repartirai. Si t'es d'accord avec moi, vas-y lève haut la main. Emmène les gens autour de toi, on va changer demain. Viens on est solidaires, on se comporte comme des frères. De toute façon je suis né comme ça et c'est comme ça. J'essaie de rester le même. À quoi ça sert de changer? Je serai jamais à la mode, jamais dans les codes. Pourquoi vous voulez me toucher? Bien sûr que ça fait mal quand personne veut t'accepter. Mais moi je serai jamais à la mode, jamais dans les codes. Je vais mourir comme je suis né. Merci beaucoup Humain Cool, merci Humain Cool sur l'antenne de Radio J. Je rappelle que votre premier concert solo c'est au Jamel Comedy Club le lundi 5 juin dernier, que vous serez en première partie de Gad Elmaleh le 20 juin, c'est-à-dire demain à la Bourse du Travail à Lyon, qui a eu aussi un premier Olympia avec le Jamel Comedy Club. On a hâte d'avoir un nouveau concert, on sera là évidemment, on sera là avec Laurie. Ah bah oui. On va promettre aujourd'hui. On a hâte de vous voir, on a hâte d'avoir ce troisième projet après vos deux premiers EP. Si on a le temps en fin d'émission, on fera un petit match-up parce que je sais que c'est un peu votre signature aussi. Et on revient dans un instant. En attendant, on vient vous découvrir sur les réseaux sociaux. J'incite nos auditeurs à venir vous découvrir, artistes adorables, fédérateurs, chaleureux, que je recommande chaudement. Voilà, Humain Cool sur les réseaux sociaux, sur Spotify et sur Instagram et tutti quanti. On revient peut-être avec vous dans un instant. Merci Humain Cool d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, le tac au tac. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Laurie, je vais vous poser 10 questions et il faudra répondre rapidement. D'habitude, ça passe juste avant. On va le faire maintenant. On y va, c'est parti. Laurie Choleva, qu'est-ce que la recette de l'amour pour vous? La recette de l'amour, de l'entretien. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment? Mes enfants. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi? Oh là là, c'est dur. Du tac au tac en plus. Ouais. Je sais pas. On peut dire un joker. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? Tout lié à mes enfants, je crois, qui sont bien élevés. Ils te ressemblent, ils sont beaux. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un ou pour vous-même? Épouser mon mari. La plus belle qualité humaine pour vous? La générosité. Vos 3 grands plaisirs dans la vie? Mes enfants, le cinéma et le McDo, vous l'avez dit tout à l'heure. Votre surnom? J'en ai pas. C'est vrai? Non, c'est Lolo, vrai. Ben non. Même pas? Non. Ok, c'est possible. Votre philosophie de vie, Laurie Choleva? Carpe diem. Votre prochain rêve à accomplir? Mon prochain rêve, ce serait de vraiment réussir à faire bouger les choses concernant le cancer du pancréas, on en a parlé aussi. Le dernier mot ou la dernière phrase que vous aimeriez prononcer dans votre vie? Donc avant de mourir, pardon si j'ai pu faire quelque chose de mal à quelqu'un. C'est très joli. On dit Mechila en règle générale. Notre émission et on continue. Le dit chaque année. On le dit chaque année. Notre émission continue tout de suite avec le portrait sur Radio J. Radio J. Le portrait
psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, Oula. Laurie Choleva, quelqu'un a Il y a écouté de quoi dire, hein. attentivement. Et Sandy Boulanger s'y colle avec toutes les petites notes que je peux apprécier, comme vous d'ailleurs, juste en face de moi. Bonjour Sandy. Cyrielle, bonjour Laurie. Bonjour. Alors ce n'est qu'un portrait de quelques traits de votre personnalité que vous nous avez partagé aujourd'hui. Alors vous avez une enfance préservée, avez-vous dit, une famille soutenante, des professionnels qui vous ont pris sous leurs ailes. En fait, vous avez de la chance. Oui. Mais surtout, je pense que vous allez toujours la chercher. Un peu comme notre coup de cœur, Human Cool, je pense. Vous aimez le divertissement, la proximité et l'humain. Mais vous avez aussi à cœur les secondes chances. C'est fort comme symbolique. C'est le droit à ne pas réussir du premier coup, à tomber, à se relever, mais avec soutien, pas seul. En d'autres termes, ça, c'est l'espoir, Laurie. C'est la plus belle pulsion de vie qu'on peut avoir. Alors la tristesse du deuil, vous en avez fait une source de sens, une ressource pour faire avancer la recherche et donner de la visibilité au cancer du pancréas. Et puis vous passez sur encore un autre sujet, l'agisme, surtout pour les femmes, et encore très présent dans notre société, on le sait. Vous permettez de mettre en lumière les actrices de plus de 45 ans, comme pour un second souffle. Encore une fois, il y a du deuxième. C'est vrai. Une place légitime qui leur reviendrait. En fait, vous êtes en train de nous dire encore halte à la femme vulnérable, désirable comme un objet et un peu naïve. Les femmes doivent être solidaires, avez-vous dit, confiantes et surtout, elles doivent prendre leur place. Cette évolution des mentalités ne peut passer que par nous, les femmes, et on vous suit, Laurie. Alors bien sûr, vous êtes une femme engagée, pas tant que ça préservée finalement, mais très réservée. Et c'est surtout de vos essais transformés que vous avez souhaité nous parler aujourd'hui. Alors pudique, on vous sent délicate dans le lien aux autres, à vos proches, fidèle et loyale, je crois. J'espère. On imagine vraiment facilement que votre parole est d'or, que derrière votre douceur et votre bienveillance, faut pas venir vous chercher trop, parce que vous allez pas vous laisser faire, encore plus si ça touche à vos enfants. Ça c'est sûr. Mais pas que. Alors Laurie, vous souhaitez que le temps devienne un allié, un hommage sûrement aussi à ceux qui ne l'ont pas eu. Alors merci pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous êtes, et ce n'est que le début. Oh, merci. Merci Sandy pour ce très joli portrait, bien résumé, je pense. Qu'en pensez-vous, Laurie Choleva? C'est vous qui dites. Oh là là, c'est... je vais redire j'espère, parce que c'est très touchant, ce sont des belles qualités, donc oui. Merci Sandy Boulanger. On vous a vu. Merci beaucoup. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Laurie, on va se dire au revoir avec un peu de musique. Maïlig, on l'a un peu promis en off. On a très envie d'écouter un petit match-up. On va découvrir ça avec grand plaisir. D'abord, je voulais vous dire merci pour cet échange. Non, c'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir reçu, Cyrielle. Ça faisait longtemps que je devais venir dans cette émission. Vous m'avez ému tous là. Je revois Maïlig, vous me dites plein de belles choses. Enfin bon, bref, je suis sur Radio J, ça compte pour moi. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'avoir été avec nous pour votre documentaire Rebelle, disponible sur MyCanal. Merci à l'artiste Human Cool qu'on va écouter dans un instant pour ce match-up. Et puis à suivre évidemment de très près sur les réseaux sociaux. Il sera demain à Lyon pour la première partie de Gad Elmaleh, à la réalisation audio et vidéo aujourd'hui Philippe Sinclair et Arthur. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec Sophia Mestari pour son retour musical. Et puis une pause musicale juste avant de se quitter avec Human Cool et un match-up sur l'antenne de Radio J. C'est parti. Maria, Maria, she remind me of a West Side Story. Growing up in a Spanish town, she's living the life just like a movie star. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I love my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma
recherche un mec mortel, un mec qui pourra me donner des ailes, un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourra me donner des ailes, un mec qui rêve de famille et de toucher le ciel. Donc si t'as les critères, babe. Sweet from desire, my name says it's purified, freed from desire. My name says it's purified, freed from desire. My name says it's purified, freed from desire. Hey. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Merci beaucoup Humain Cool sur l'antenne de Radio J. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous bien évidemment demain dès 15h avec mon invité Sophia Mestari pour son retour musical sur l'antenne de Radio J.